Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver au Philanthrolab, ce lieu d'exception entièrement dédié à favoriser l'essor de la philanthropie et au sein duquel nous avons à cœur tout au long de l'année de réunir, d'accompagner, de faire rayonner de nombreuses causes d'intérêt général. Ce soir, vous le savez, nous nous apprêtons à célébrer ensemble la clôture du programme d'accélération. D'abord, en mettant en lumière celles et ceux qui ont été lauréats du programme, en mettant en lumière leur combat, bien sûr. Vous allez le découvrir en images d'ici quelques instants. Nous avons fait une vidéo d'une quinzaine de minutes et croyez-nous, c'était pas facile de résumer en 15 minutes les actions incroyables qu'ils mènent tout au long de l'année. Et nous poursuivrons les échanges autour d'une table ronde avec des personnalités engagées, des experts, et nous échangerons ensemble autour des enjeux de développement et de professionnalisation du secteur à but non lucratif. Vous le savez, au Philanthrolab, nous assumons pleinement le terme de professionnalisation de la philanthropie, que ce soit du côté des philanthropes, des mécènes et des porteurs de projets associatifs, parce que nous sommes convaincus du rôle primordial qu'ils ont pour nos sociétés et de la valeur que cela génère. Culture, environnement, éducation, handicap, inclusion, il n'y a pas de domaine dans lesquels les acteurs de l'intérêt général n'interviennent pas. Que ce soit pour combler des lacunes, pour réparer des inégalités, pour favoriser l'innovation ou encore pour contribuer à construire une société plus juste et plus solidaire. Ces leaders engagés agissent sur le terrain, au plus près des réalités, au plus près des enjeux. Ils ne peuvent pas tout faire, mais ils peuvent faire beaucoup. Toutefois, leur volonté, aussi grande soit-elle, ne suffit pas. Ils ont besoin de méthodes, ils ont besoin de ressources, ils ont besoin d'outils, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin de soutien, de dialogue pour renforcer leurs actions, challenger leur plan de développement et bien sûr porter haut leurs actions à impact. Et au Philanthrolab, nous avons à cœur d'accompagner les projets d'intérêt général dans les différentes étapes de leur croissance. Et c'est pour cette raison que nous avons développé cette année, pour la première édition, l'Accélérateur, un nouveau programme de formation qui visait à répondre à de nombreuses demandes de structures matures qui souhaitaient être accompagnées comme nous le faisons auprès de plus jeunes structures, de plus jeunes structures au travers de l'incubateur. Vous le dire que ce programme d'accélération est un programme qui est gratuit pour ses bénéficiaires, qui est rythmé par de nombreuses formations, des masterclass, des conférences, des permanences conseils, des séances de coaching, des rencontres inspirantes, tout ça pendant 12 semaines intensives. Et je tiens à remercier chaleureusement Sandrine, que vous allez rencontrer tout à l'heure, qui est la responsable des programmes et des partenariats, qui a orchestré tout ça d'une main de maître. Pour cette première édition, vraiment, elle peut être applaudie. Et vous l'avez compris, nous avons vocation à aider ces dirigeants autour de différentes briques, que ce soit le repositionnement stratégique, que ce soit leur changement d'échelle, l'essaimage territorial, le renforcement de leurs actions, autant de briques pour démultiplier leur impact en faveur de leurs bénéficiaires directs comme indirects. Ce parcours intense, rigoureux et ambitieux a été rendu possible grâce au soutien des 22 partenaires experts du programme. Et là aussi, vous pouvez les applaudir. Ils se sont engagés, ils ont donné de leur temps, de leurs compétences. Et c'est extrêmement précieux. Bien entendu, les mécènes d'honneur du Philanthrolab, la compagnie de Phalsbourg et la Société Générale qui soutiennent la vie du lieu et ses projets, vous pouvez aussi les applaudir, ils le méritent. Et enfin, les mécènes du programme, ceux qui nous ont fait confiance dès cette première édition, les fondations Audemars Piguet, la fondation Sisley Dornano, merci chère Sarah, Anne Dias, merci chère Anne, et Stratégie Anne Corp, merci, un grand merci à eux de nous avoir fait confiance pour lancer cette première édition. Chers accélérés, la soirée de célébration que nous nous apprêtons à partager marque la fin de votre parcours de formation, mais surtout le début de nouvelles étapes de développement pour vos structures que nous vous souhaitons à la hauteur des ambitions que nous avons pour vous.
Nous n'aurions pas pu rêver meilleure promotion pour initier ce programme et nous avons hâte de suivre votre progression, fort bien sûr des rencontres et des apprentissages qui vous ont été offerts. Alors permettez-moi de former le vœu que cette soirée soit, pour nous tous, aussi inspirante que le sont vos actions et que nos échanges ce soir participent également humblement à faire grandir nos réflexions et nos horizons. Merci à tous, bonne soirée. Accompagner les jeunes en situation de handicap mental ou cognitif en milieu ordinaire de travail, c'est-à-dire dans l'entreprise, mais c'est aussi accompagner l'entreprise pour permettre une inclusion réussie. Rendre accessibles les pratiques artistiques et culturelles au plus grand nombre, en plaçant au cœur de tous nos projets les artistes, l'idée c'est de créer une société plus inclusive, plus créative et surtout plus solidaire. Accompagner les étudiants orphelins, c'est-à-dire ayant perdu l'un ou leurs deux parents ou n'ayant jamais connu l'un ou leurs deux parents, en leur fournissant un soutien financier, émotionnel et socio-éducatif afin de leur permettre de continuer leurs études dans de bonnes conditions. Inviter la jeune génération à prêter main forte au monde agricole dans sa transition agroécologique en permettant à des classes de planter des arbres avec et chez des agriculteurs de leur territoire. Renforcer le pouvoir d'agir des enfants, adolescents, jeunes adultes et femmes en situation de précarité financière et sanitaire en les aidant à prendre soin de leur santé et de leur bien-être grâce à un accompagnement global. Engager la transformation écologique des territoires en Afrique en mobilisant par l'école les citoyens d'aujourd'hui et de demain aux enjeux de la valorisation des déchets et de l'économie circulaire. Contribuer au chantier de l'égalité scolaire, et cela passe par créer des environnements d'apprentissage innovants et inclusifs en outillant les enseignants avec des contenus pédagogiques innovants. Améliorer l'accès aux soins de santé mentale en proposant un parcours de soins non stigmatisant qui mobilise les médecins généralistes, une infirmière en psychiatrie et un psychiatre à distance. Aider les personnes qui sont en situation de handicap et qui ont trouble de la communication orale à mieux s'accepter et à mieux vivre leurs différences grâce à l'éloquence. Et aussi sensibiliser le public à ces différences. Assurer une éducation citoyenne de qualité pour les jeunes. Access Job existe depuis 10 ans. On a commencé avec 3 jeunes qui voulaient travailler en milieu ordinaire de travail. Et on s'est rendu compte que c'était possible que s'ils bénéficiaient d'un accompagnement individualisé. Aujourd'hui, ils sont 40 jeunes dans l'association. Certains sont notamment en recherche d'emploi. Et aujourd'hui, nos besoins, c'est de faire comprendre que pour ces jeunes, s'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'accès au monde ordinaire de travail. Donc l'inclusion, elle passe par une structure d'accompagnement. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de faire comprendre ça aux entreprises, à la société plus largement. C'est que l'inclusion, elle est possible que si on y met les moyens. Et Access Job veut répondre à cette problématique. Access Job a postulé à l'accélérateur parce qu'on a vu qu'au bout de 10 ans, il y avait des enjeux importants pour l'association. C'est de mesurer finalement tout le travail qui avait été fait et l'impact pour montrer que, en fait, il faut tenir compte de cet accompagnement. Le changement d'échelle, c'est répondre aussi à une augmentation de la demande. Toutes ces réflexions ne s'improvisent pas et grâce aux professionnels de l'accélérateur, on peut établir des critères et savoir où on veut aller. Notre ambition, c'est de toucher un public le plus large possible et surtout dans la durée. Renforcer l'accompagnement des artistes en proposant une formation dédiée dès l'horizon 2025, en se basant tout simplement sur l'expertise d'Arexprime depuis 25 ans. C'est d'augmenter notre visibilité en créant une nouvelle stratégie de communication nous permettant de nous faire identifier comme un acteur incontournable de la transformation sociale par la culture. C'est créer des zones de dialogue et de rencontre entre le public et les artistes. Et c'est de créer un lien avec notre écosystème tout en gardant notre double expertise qui est à la fois artistique et à la fois de l'impact social et sociétal.
Le Philanthrolab, pour nous, il ouvre un nouveau chapitre. Après le départ des fondateurs, on a pu créer notre binôme de direction. C'est également une opportunité qui nous a permis de monter en compétences, de s'ouvrir au domaine de la philanthropie, de rencontrer d'autres porteurs de projets, différents mais tout aussi complémentaires, et surtout d'être accompagnés par des experts de leur domaine. Aujourd'hui, on se sent équipé pour cette nouvelle aventure. On a le réseau, les outils, l'ambition. À nous de jouer. Gardera de bons souvenirs. Notre association en fait partie d'un mouvement qui est né au Japon dans les années 60. Aujourd'hui, en France, on a un programme international à destination de l'Afrique. Donc on fait venir des étudiants à haut potentiel pour qu'ils puissent suivre des études en France et après retourner dans leur pays d'origine. Et maintenant, notre objectif, c'est de pouvoir accueillir encore plus d'étudiants dans le cadre de ce programme, mais aussi de développer de nouveaux programmes où on offrirait le même type d'accompagnement à des étudiants directement sur le sol français. L'accélérateur nous a bien aidés car au début nous avions postulé vraiment parce que nous étions dans une démarche de changement d'échelle et de croissance et que l'accélérateur était conçu pour répondre à ces besoins. Les sessions que nous avons eues avec les autres associations, avec les experts, nous ont permis vraiment de confirmer notre stratégie et nous ont permis d'apprendre de nouveaux outils qui nous seront très utiles pour notre développement et notre fonctionnement dans les années à venir. Des enfants et des arbres à tout juste 4 ans et ce sont déjà plus de 14 000 écoliers et collégiens qui ont pu soutenir 330 agriculteurs dans la transition agroécologique en plantant ensemble plus de 100 000 arbres en bord ou en cœur de parcelles. C'est un très bon début pour une petite structure comme la nôtre, mais en effet on est bien loin des vrais enjeux auxquels nous faisons face, donc enjeux de climat, de transition agroécologique, de gestion d'eau, de la biodiversité, des sols, et donc il faut absolument que l'on multiplie par 3, 4 le nombre de bénéficiaires et de plantations dites scolaires et solidaires organisées dans les années à venir. C'est vrai que nous sommes à une étape assez charnière. Jusqu'alors, on a eu beaucoup de réussites, je dirais un peu par le biais d'un amateurisme éclairé et très inspiré. Mais pour vraiment atteindre nos objectifs et rendre nos structures ultra durables, il faut passer à une étape de professionnalisation pour laquelle on a besoin de conseils, d'outils, de feuilles de route, de plans stratégiques qui nous sont vraiment donnés par le panel d'intervenants, de consultants. Et ça nous permet vraiment d'avoir une vision à long terme et des étapes à mettre en œuvre pour avoir une structure qui est durable, pérenne, solide pour pouvoir mener à bien notre mission le plus longtemps possible. Notre ambition, elle est de nous développer pour pouvoir répondre à un nombre grandissant de demandes. En l'espace de 18 mois, nous avons vu doubler le nombre de personnes accompagnées au sein de notre lieu d'accueil. Notre ambition, elle est également de pouvoir toucher un public encore plus éloigné des soins et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place 2 équipes mobiles au début de l'année 2024. Et en quelques mois d'existence, ces équipes mobiles ont permis de toucher près de 250 personnes. Pour servir notre ambition, nous avons besoin de moyens supplémentaires, des moyens humains, matériels et financiers. Pour cela, nous devons monter en compétence sur la communication, la levée de fonds et la mesure d'impact. Les formations suivies dans le cadre de l'accélérateur, mais également les échanges avec les partenaires, les mécènes, les autres accélérés, nous ont permis de prendre de la distance. Ça nous a permis aussi d'ouvrir le champ des possibles et finalement, ça nous permet d'aborder cette étape de manière beaucoup plus sereine et on l'espère que ça permettra d'optimiser nos chances de réussite. L'objectif de Moi Je Trie, c'est de montrer au quotidien que le déchet peut être plus qu'un déchet, qui peut être un facteur d'innovation sociale, d'éducation à l'éco-citoyenneté et plus globalement d'inclusion.
Donc Moi Je Trie est devenu un développeur d'innovation sur le territoire en ayant une approche du changement plus globale et en intégrant un écosystème local le plus complet possible. Donc au niveau des élèves, en développant une pédagogie par l'action dans les écoles, au niveau des collectivités territoriales en développant des filières de valorisation de déchets dans les communes, et puis au niveau des personnes les plus précaires en développant des programmes de formation et d'insertion professionnelle dans les métiers de l'économie circulaire. Donc avec Moi Je Trie, c'est plus de 145 000 bénéficiaires au Togo et en Côte d'Ivoire dans nos programmes et l'objectif c'est de porter ce chiffre à 1 million dans 5 pays au total dans la sous-région ouest africaine. Le passage à l'échelle que nous amorçons demande de vraiment prendre du recul sur nous-mêmes, sur l'organisation. Donc avec le Philantrolab et le programme d'accélérateur, ça nous a vraiment permis de nous poser les bonnes questions. Et également aussi de nous assurer qu'en fait on répondait à toutes les problématiques et tous les enjeux clés dans ces enjeux de croissance. Alors on est reparti avec 3 dimensions principales. La première, c'est que nous avons renforcé nos convictions dans notre stratégie. Deuxièmement, que nous avons un nouveau bagage technique qui nous a été apporté par une expertise remarquable du Philantrolab et des partenaires. Et puis troisièmement, en fait, on a su identifier des nouveaux enjeux qu'on n'avait pas identifiés jusqu'à présent et qui va nous permettre aussi de voir des nouveaux horizons qu'on n'avait pas en tout cas identifiés jusque-là. Et puis on repart aussi avec un sentiment assez heureux parce qu'on a eu une promotion d'acteurs engagés qui nous renforce aussi dans le sens qu'on apporte à notre travail tous les jours et puis nous apporte beaucoup d'énergie au final. Nous intervenons déjà dans les territoires qui subissent les inégalités. Alors ça peut être les territoires ruraux, ça peut être les quartiers QPV, ça peut être tous les territoires qui se sentent marginalisés et à côté du développement social. Et dans ces territoires-là, nous outillons les enseignants et nous outillons aussi les élèves, notamment par une approche par compétences. On travaille ce qu'on appelle aujourd'hui les CPS, les compétences psychosociales, comme la persévérance, comme par exemple la curiosité, l'affirmation de soi dans le respect des autres. On travaille aussi avec les élèves à améliorer la qualité du raisonnement. Par exemple, cela se fait dans les ateliers de pensée critique, à intervenir avec les autres, à débattre, converser, ne pas être d'accord, et puis construire de l'intelligence commune. En tant que dirigeant, j'ai des objectifs. Par exemple, développer le programme, le déployer à une échelle plus vaste, une échelle territoriale plus vaste, mais aussi savoir mieux communiquer, mieux le présenter. J'avais également comme objectif de pouvoir mobiliser un réseau plus vaste, à la fois de mécènes, de bénévoles, de gens qui peuvent accompagner et soutenir notre activité. Et ce qu'apporte l'accélérateur, c'est tout ceci. Une structuration des idées, une mise en contact assez efficace avec des professionnels de ces différents sujets, et puis le pas de côté stratégique qui nous aide à avoir une réflexivité sur nos choix, sur nos hypothèses, et du coup à rendre notre travail beaucoup plus satisfaisant et efficace. L'aventure de Quartet Santé a démarré pendant la crise sanitaire dans un contexte de dégradation importante de la santé mentale des Français. Et face à l'ampleur des besoins, un constat s'est très vite imposé, c'est que de trop nombreux Français n'ont pas accès aux soins de santé mentale. Pour relever ce défi, Quartet Santé a lancé une expérimentation pilote dans les Yvelines avec 17 médecins généralistes. Nommé Sésame, soins d'équipe en santé mentale, ce projet propose d'épauler les médecins généralistes dans le dépistage et la prise en charge des troubles psychiques les plus fréquents. Et aujourd'hui, Quartet Santé est dans une nouvelle étape de son développement puisqu'on déploie notre action en Ile-de-France avec l'ambition d'accompagner 80 médecins généralistes et près de 3000 patients en 3 ans. L'accélérateur du Philantrolab, pour moi, c'est une chance unique pour nous aider à penser le passage à l'échelle. On a plein d'enjeux qui sont RH, de gouvernance, trouver des modalités d'essaimage, penser des modèles de développement. On a l'idée, l'envie, la motivation, mais il nous manque les outils, les clés pour pouvoir penser l'avenir et assurer la pérennité de notre action. Et pour moi, le Philantrolab, c'est tout ça. On y fait des rencontres incroyables, qu'il s'agisse des intervenants ou des autres accélérés. Les réflexions stratégiques des uns viennent aussi alimenter nos propres réflexions. Donc pour moi, l'accélérateur, c'est un tremplin, un concentré d'intelligence collective, c'est humainement très riche et ça booste nos projets. Notre association, elle s'occupe d'aider des personnes à prendre la parole en public au travers de différents programmes tels que l'éloquence du bégaiement propre au bégaiement qu'on a développé sur 6 villes aujourd'hui.
On a aussi un programme qui est ouvert à plus de handicaps tels que la surdité ou la trisomie 21. Et en parallèle, on a des programmes hors concours où on aide les gens à prendre la parole, par exemple, sur des thématiques d'entretien. Et ces programmes sont en partenariat avec la Croix-Rouge et avec France Travail. Nos objectifs aujourd'hui, c'est nous ouvrir à encore plus de handicaps, visibles et invisibles, toucher un public qu'on n'a pas encore touché jusqu'à présent, comme l'enfance ou les étudiants, et s'internationaliser. Aujourd'hui, j'ai des outils qui m'ont été apportés par l'ensemble des personnes qui nous ont accompagnés, qui vont me permettre d'être plus efficace dans l'accroissement qu'on veut de l'association. C'est qu'on se sent moins seul aussi. On s'est posé plein de questions aussi en termes de légitimité, mais également de capacité à faire, de rencontrer les autres, d'écouter qu'on a les mêmes problématiques. Ça permet aussi d'avoir des retours d'expérience qui contribuent aussi à notre propre réflexion. Donc pour nous, c'est une richesse énorme. La mission de Parlons Démocratie est de sensibiliser les jeunes Français en emmenant des professionnels des institutions publiques expliquer le fonctionnement de la démocratie aux jeunes, en leur permettant aussi de développer des compétences citoyennes. Concrètement, c'est un administrateur du Sénat qui va aller dans une classe pour faire une simulation de débat parlementaire avec des jeunes. Ils vont à la fois comprendre comment fonctionne le Parlement, mais aussi pratiquer le rôle d'un décisionnaire public, apprendre à débattre, changer d'avis, faire des propositions d'intérêt général. Quand on est arrivé, nous sensibilisions 5000 jeunes. On s'est bien développé depuis, puisque nous allons sensibiliser 15 000 jeunes cette année. L'objectif est d'atteindre 70 000 jeunes en 2027, soit 10% d'une classe d'âge. L'idée centrale de l'éducation laïque gratuite et obligatoire est de former des citoyens. Sans citoyens éclairés, pas de démocratie qui soit solide. L'accélérateur nous a permis de rencontrer les bons experts pour nous poser les bonnes questions et arriver aux bonnes conclusions, qui fait qu'aujourd'hui, on tient nos objectifs. Quand on a un projet aussi ambitieux, on prend des risques. Le risque, c'est de se projeter trop vite et de se perdre en route. Il faut savoir se faire accompagner par les meilleurs experts pour apprendre les questions de changement d'échelle, de recrutement, de financement. Et c'est tout ce genre d'écosystème que j'ai pu rencontrer au Philanthro-Lab et qui m'a aidé à structurer ce projet et aller de l'avant avec lui. J'appelle sur scène Sandrine Nazos, responsable des programmes et des partenariats du Philanthro-Lab. Bonjour à toutes et à tous. Je commence par féliciter les accélérés que j'ai eu le privilège d'accompagner, de rencontrer d'abord, de contribuer à sélectionner et à accompagner ces 3 derniers mois. Je peux enlever ma casquette de tyran parce que ces 3 derniers mois, je les ai un peu tordus dans tous les sens pour qu'ils puissent cumuler ce dense programme avec leurs activités qui sont déjà chargées. Ça nous tenait à cœur de vous montrer en synthèse leur activité. Et comme l'a dit Olivia, c'était pas simple de résumer en 15 minutes tout leur travail. Donc merci beaucoup à Mathieu qui a réalisé cette vidéo. Et on voulait aussi leur donner un petit peu plus la parole. Et pour ça, je vais appeler sur scène Johanna Couvreur, qui est donc accélérée, mais qui a aussi un parcours d'association en accélération, mais dans l'intérêt général d'une manière générale, pour se faire un peu la porte-parole du groupe et de raconter ce que c'était ces 3 mois, mais surtout ce que ça veut dire être une association en professionnalisation et en accélération. Eh ben, je vous cache pas que je suis hyper émue. Hyper émue. C'est très émouvant, pardon.
Bon, il paraît qu'il faut être ancré, hein, c'est ça. Je vais m'ancrer. Mathieu, je sais pas où t'es. T'es là? Merci. Merci. Donc je suis... Bon. C'est ça d'avoir le privilège de représenter ce que j'appelle des machines à complexes. Non mais au début je me suis dit ça va être fastoche. Hein. Et ben c'est pas fastoche. Bon. Donc j'ai la lourde tâche de représenter les compagnons de route avec lesquels on a passé ces 3 mois formidables. Comme vous l'avez vu, le film de Mathieu vous a montré qu'on a des engagements hyper riches, hyper variés. On a le fait de préserver la démocratie, de prendre soin des personnes les plus vulnérables, de s'émanciper grâce à l'art, de préserver notre planète. Bon, j'en oublie, mais chacun à notre façon, on préserve une façon de faire société. On est tous très différents, on a des parcours hyper différents. On n'a pas eu le temps, mais vous aurez le temps de discuter avec les accélérés. Il y a une chose que nous avons en commun, c'est la volonté, l'énergie, la ténacité. On a aussi en commun une multitude de défis à relever, des doutes et beaucoup de questions qui nous ont suivis pendant ces 3 mois. On est tout à un moment de bascule. Il y a des associations un peu plus anciennes qui, elles, sont en train de rebattre les cartes. Et puis, il y a des associations plus jeunes, comme la mienne, qui se posent un peu la question de la croissance. Comment on se développe, comment on consolide notre modèle. On a des enjeux, Raphaël l'a très bien expliqué, RH, financiers, de développement. Et pour y répondre, on a des intuitions, mais on n'a pas forcément la méthode. Et puis, il faut aussi quand même reconnaître que on est parfois un peu des chefs d'orchestre, mais on doit aussi composer la partition, diriger l'orchestre. Puis de temps en temps, il faut aussi jouer un peu à la place des musiciens qui sont pas tous présents. Donc, bon, on manque un peu d'outils. Dans mon cas, et je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais un truc important pour nous dans Quartet Santé, donc qui a vocation à améliorer l'accès aux soins de santé mentale, il se trouve qu'on a la chance unique d'avoir un relais de financement des pouvoirs publics. Sur le papier, on se dit, et alors la promesse en plus, c'est au bout de 3 ans, si notre projet est concluant, a priori, on a vocation à rentrer dans le droit commun. C'est génial, vous allez vous dire c'est super, un happy end, mais en fait c'est le début d'une montagne de questions tout à fait existentielles. Comment on industrialise un modèle qu'on a pensé avec 17 médecins, puis là 80. Penser l'industrialisation du modèle à l'échelle de la France, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Comment on s'assure qu'on ne va pas dégrader ce modèle? Donc on a évidemment plein de questions, et dans ce maelstrom de défis, le Philantrolab a été un peu la lumière au bout du tunnel. Et pour moi, c'est un petit peu... Enfin, c'est un lieu assez génial, et c'est un peu un accélérateur de particules. Ça nous donne de l'énergie, ça nous booste, ça nous donne des clés aussi pour penser un peu le développement de nos associations. Évidemment, et là, ça va être ta séquence émotion à toi, parce que tu n'y échapperas pas. Ça n'aurait pas été possible, évidemment, sans toute l'équipe, mais sans toi. Tu nous as couvé, tu nous as bichonné. T'arrêtes pas de nous dire que t'as été un tyran, mais moi, j'aimerais bien rencontrer que des tyrans comme toi dans la vie. Tu as pensé tous les sujets dont nous pourrions avoir besoin, et y compris, Marie-France n'est pas là avec nous, mais y compris des sujets que nous n'avions pas à l'esprit. Donc ça nous a ouvert énormément de perspectives. Au terme de ces 3 mois, on repart riche d'outils méthodologiques, d'outils conceptuels aussi. On a eu la chance de rencontrer des personnalités inspirantes. Vous allez avoir le plaisir d'échanger avec l'un d'entre eux tout à l'heure, mais qui a aussi un peu bousculé la perception qu'on pourrait avoir du développement de nos modèles associatifs. On a eu le plaisir aussi de rencontrer des mécènes qui, eux, nous ont ouvert un peu la porte et qui nous ont montré les coulisses de comment ça se décide quand on est mécène, une stratégie de mécénat et comment on accompagne les associations. Et puis parfois aussi de façon un peu plus prosaïque, on a obtenu des réponses à des questions
questions, toutes bêtes, mais franchement qui nous ont sorti des énormes épines du pied. Je pense à Paul qui nous l'a répété à plusieurs reprises, c'est le cas de Raphaël, enfin ça a été le cas d'un peu tout le monde. Et puis il y a un autre truc pour moi que je trouve très très important, c'est que ces 3 mois de compagnonnage nous ont permis de créer un collectif de leaders associatifs qui, je l'espère, perdurera à l'issue de ce programme, et j'en doute pas trop, à vrai dire. Et donc je vais céder la place à la table ronde, mais j'aimerais remercier infiniment les fondateurs, Karine et Philippe Journeau, parce que franchement vous avez créé un lieu unique. C'est une intuition géniale d'avoir créé ce lieu dédié à la philanthropie et à l'économie sociale et solidaire. J'aimerais évidemment remercier les mécènes qui ont fait confiance à ce programme, parce que très franchement on serait pas là tous aujourd'hui si vous n'aviez pas fait partie de l'aventure. Et puis aussi un immense merci aux intervenants qui ont été d'une immense générosité avec nous, qui ont partagé leurs perspectives et qui nous ont ouvert de nouveaux horizons. Donc un grand merci, puis franchement un grand merci à l'équipe, c'était formidable d'être avec vous. Je vais appeler pour me rejoindre sur scène nos panélistes qui ont accepté d'intervenir ce soir. Donc Anne Dias, Thomas Bouquet, Satish de la Victoire, Jean-Christophe Joannet. Je vous invite à me rejoindre sur scène, et Sonia qui va représenter les accélérés. Merci d'avoir accepté cette invitation à venir sur cette table ronde. Donc vous l'avez compris, au Philanthrope, comme l'a dit Olivia, on assume pleinement, on revendique même le terme de professionnalisation des associations, d'où ce nouveau programme. Je pense qu'ici dans la salle, j'ai pas forcément besoin de vous reconvaincre que le tissu associatif est important. C'est à peu près 1,5 million d'associations en France, un petit peu moins de 2 millions de salariés, une contribution au lien social, au tissu économique, une contribution au PIB, à l'attractivité, au fonctionnement du territoire également, des gens qui cherchent à répondre aux enjeux qui sont les nôtres, y compris le changement climatique. Mais c'est aussi un secteur qui est loin de l'amateurisme et qui aujourd'hui a des responsabilités, beaucoup de normes, de réglementations fiscales, comptables, juridiques et autres, et aussi des attentes de la part de leur gouvernance, de leurs salariés, de leurs bénévoles, de leurs financeurs, de beaucoup de monde. Et donc ça va avec le terme de professionnalisation, et encore plus quand on est en croissance et en changement d'échelle. Donc on a voulu aborder ce sujet, enfin essayer d'y répondre, d'y apporter notre contribution avec l'accélérateur, mais surtout inviter donc des personnes qui, de par leur expérience de terrain associatif, de financeurs ou d'intermédiaires, qui vont aussi accompagner les porteurs de projets associatifs, peuvent venir nous expliquer ce qu'est cette professionnalisation et ce qu'est ce tissu associatif. Je voudrais commencer avec toi, Thomas. J'aimerais bien avoir ton ressenti un peu contextualisé sur ce lien et cette solidarité que représentent les acteurs de la philanthropie et du secteur associatif. Merci beaucoup Sandrine, merci Olivia, merci Johanna pour l'énergie que tu viens de nous donner aussi. Parce qu'il faut de l'énergie pour pouvoir entamer des parcours. Et si on nous avait dit il y a 6 mois, je crois que c'est à peu près, je me trompe peut-être sur les chiffres. Le programme a commencé il y a 3 mois, j'ai l'impression que c'est il y a 6 mois. Mais ne serait-ce qu'il y a 3 mois, justement, qu'on aurait pu se retrouver pour parler de symboles. Tu as cité l'engagement, l'intérêt général, l'impact, et ce mot-là est transverse à tous les projets qu'on a vus. On a parlé de démocratie, de santé, de handicap, d'écologie, etc. Et si on s'était dit il y a 3 mois qu'on se serait parlé aujourd'hui dans un contexte qui est pour autant, je vais garder le sourire, mais un contexte qui est grave. Un contexte qui est grave parce que finalement, nous sommes à la lie d'une situation inédite. Et pour autant, Johanna, où tu es là. Tu as parlé de collectif. Et tu as expliqué le parcours des accélérés. Je considère qu'on est tous un petit peu accélérés les uns et les autres, d'où on vient. Et il faut garder cet état d'esprit. Et il faut le garder encore plus lorsqu'il s'agit d'affronter une crise qui va faire que demain, ce collectif va devoir s'engager. Et je pense que le Philanthrope est un lieu symbolique qui résume en partie ce symbole de l'engagement et de la résistance, et inventé et créé pour essayer humblement
de construire une société de la résilience, une société de l'impact, une société de la raison. Une société où, et vous savez, le handicap, est, pour ceux et celles qui le connaissent, est une source d'innovation, c'est évident. Mais c'est aussi, et c'est comme ça, une source de vulnérabilité. Le handicap est une source de vulnérabilité. Je crois que c'est important de se le dire, parce que la vulnérabilité, c'est pas simplement la personne en situation de handicap. Je crois que la vulnérabilité, elle parle éminemment de nous tous, du collectif aux personnes qu'on accompagne. Et ce programme, il vient résonner au bon moment. Sa fin est sûrement pas un hasard, un truc qui s'appelle la synchronicité. Et je pense qu'effectivement, il vient résonner au bon moment où il nous permet de prendre conscience collectivement, et on parlera de chiffres, on parlera d'impact, on parlera de changement d'échelle tout à l'heure, mais que pour arriver à cet objectif, il faut que ce collectif résonne dans quelque chose qui est assez classique, liberté, égalité, fraternité. Fraternité, je vais le dire 2 fois. Et également, principe de notre laïcité, qui est aussi un des leviers de ce modèle qui nous permet de nous exprimer collectivement. Et je pense que ce programme, il nous engage aujourd'hui à œuvrer pour un monde meilleur, pour un monde qui permet d'amener des réponses locales aux plus démunis et en même temps à ceux que l'on aime, à ceux que l'on croise et à nous-mêmes. Et je pense que mon introduction, elle est évidemment politique un petit peu, parce que je pense que c'est de notre responsabilité collective, 1, de se dire que nous sommes tous vulnérables, encore plus aujourd'hui, et que 2, nous avons les moyens, et que l'économie va nous aider à progressivement nous engager vers un monde qui permettra d'être plus résilient, plus fort, plus robuste, de façon à pouvoir affronter ces grands défis et principalement le défi qui nous attend dans quelques semaines. J'en dis pas plus parce que je pense qu'on parlera d'autres sujets, mais je pense que c'était important qu'on se le rappelle aujourd'hui parce que c'est un problème, ou en tout cas c'est une situation de citoyens, et à juste titre, nous sommes tous des concitoyens concernés par les grands défis que l'on doit affronter. Merci. Justement, je rebondis sur tes propos, Thomas, parce que dans ce que j'entends dans ce que tu dis qu'il y a ce lien de stabilité que s'apportent les associations dans le lien qu'elles créent dans cette solidarité. Et quand on parle de stabilité, je pense qu'on peut rebondir avec toi, Saty, sur la venture philanthropie. C'est aussi quelque chose que vous contribuez à faire avec la Fondation Alpha Omega, d'avoir cette approche de financement durable et de montée en compétences. Donc j'aimerais bien que tu nous parles du rôle de la venture philanthropie, que tu la définisses pour que tout le monde sache de quoi on parle et de la façon dont ça vient contribuer à cette professionnalisation et ce renforcement des capacités des associations. Merci beaucoup Sandrine. Alors juste en propos liminaire, avant de répondre bien sûr à ta question, je voudrais dire un grand merci, un grand bravo à toi Sandrine, qui fait ce travail de l'ombre avec Olivia tous les jours pour pouvoir réussir à accompagner tous ces entrepreneurs sociaux qui sont face à nous. J'ai eu la chance et l'honneur d'accompagner les incubés pour deux années de suite. J'ai le plaisir de vous rencontrer ce soir, les accélérés. On aura l'occasion d'échanger après. Un petit mot pour vous. Vous êtes vraiment les leaders de l'économie sociale et solidaire de demain. Vous en avez pas forcément encore complètement conscience, mais c'est vous qui portez toutes ces aspirations et tous ces rêves, et vous faites partie des plus grands rêveurs de la société, donc continuez à entretenir ce rêve, c'est ça qui va vous porter au plus haut dans l'accélération de vos structures. Donc pour répondre à ta question, Sandrine, concrètement, qu'est-ce que c'est que la venture philanthropie stratégique en français? C'est justement une philanthropie de la pérennité. Et c'est ça le message que je veux vous adresser. Vous parliez tout à l'heure d'accompagnement et de l'importance de l'accompagnement de vos bénéficiaires et de l'accompagnement sur le long terme. Mais en fait, quelque part, la philanthropie auprès des associations, c'est un peu la même chose que les associations auprès de leurs bénéficiaires, en termes de symétrie des attentions. La philanthropie stratégique, c'est évidemment financer les associations, leur permettre d'accéder à des financements durables, de long terme, et surtout ne pas financer que des projets. C'est financer de la structure, c'est-à-dire financer des postes clés qui vont permettre justement la croissance et l'accélération de vos structures, et leur permettre un accompagnement sur le long terme. Donc il y a évidemment cette logique de financement, ce financement de structure, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est de ça dont je parle en premier. Mais la philanthropie stratégique ou venture philanthropie, c'est pas uniquement un financement pérenne sur le long terme, c'est aussi un accompagnement non financier
qui est de la même manière apporté de façon pérenne et sur le long terme par des compétences. Je m'explique. Pour des associations qui sont en croissance, et vous êtes des associations qui sont sur le point d'accélérer pour ce qu'on appelle entre guillemets massifier votre action, vous avez besoin d'être accompagné, pas uniquement en argent, mais aussi en compétences, parce que vous allez à un moment donné en avoir besoin. Et c'est ça notre rôle de philanthrope stratégique, c'est de vous accompagner non seulement en argent, mais c'est l'étape 0, mais de vous apporter des compétences pour tous les pôles de vos entreprises sociales que vous allez porter, que ce soit sur les aspects digitaux, sur les aspects financiers, sur les aspects juridiques, sur les aspects fiscaux, sur les aspects organisationnels, sur les aspects humains. Bref, vous accompagner sur votre stratégie globale à avoir le bon niveau de compétences au bon endroit pour que vous puissiez planifier sereinement et organiser votre développement de façon rationnelle et professionnelle. Parfait. Et est-ce que tu peux juste nous dire peut-être 2 mots avant que je donne la parole à ton voisin, nous expliquer un peu le modèle de financement de la Fondation Alpha Omega? Oui, alors c'est vrai que à la Fondation Alpha Omega, on est un petit peu un ovni dans l'écosystème, mais quelque part ça tend à se démocratiser et c'est tant mieux. La Fondation Alpha Omega, donc c'est une fondation de venture en philanthropie qui est pionnière de la venture philanthropie en France, qui a été fondée il y a 14 ans par Maurice Chéniaud, qui était un grand professionnel du capital investissement. Et à la Fondation Alpha Omega, on a toujours voulu avoir justement pour nous-mêmes un mode de financement pérenne. On ne voulait pas, et c'était ce que voulait Maurice au départ quand il a fondé la fondation, il ne voulait pas se reposer sur des campagnes de dons annuelles qui sont en fait finalement assez épuisantes dans la recherche de financement, et vous allez, vous en tant que dirigeant associatif, y être confronté. Donc il a pour lui-même, enfin pour la fondation qu'il a créée, voulu avoir un mode de financement pérenne. Et donc, parce qu'il était un grand professionnel du private equity, il a structuré un mode de financement sur lequel, en fait, il a convaincu des investisseurs d'investir plusieurs dizaines de millions d'euros sur des fonds d'investissement. Et ce sont ces fonds d'investissement qui sont investis dans l'économie et qui, par la plus-value générée par ces investissements, viennent financer la Fondation Alpha Omega. Donc, grâce à ça, la Fondation Alpha Omega dispose d'un budget annuel qui est pérennisé par la rentabilité des investissements économiques qui ont été réalisés en amont par les investisseurs partenaires de la Fondation. Et donc ça, c'est un mode de financement qui est très intéressant, puisqu'évidemment, il nous permet de sécuriser nos flux financiers, de sécuriser notre budget et de pouvoir accompagner sur le long terme et de façon pérenne des associations en croissance. Merci. Alors justement, qui dit changement d'échelle dit financement à plus grande échelle. Donc Jean-Christophe, je me tourne vers toi pour que tu nous expliques peut-être un des outils de ce financement à plus grande échelle que tu as développé avec la Société Générale, qui est la finance solidaire. Et peut-être qu'avant, tu vas nous réexpliquer ce qu'est la finance solidaire et notamment la différence avec la finance verte et tout ce qu'on entend sans forcément savoir le définir. Bon, je suis hyper ému parce que c'est un environnement où il y a énormément d'énergie, beaucoup d'engagement. Et en fait, je ne suis pas du tout... Alors, c'est chouette, c'est galvanisant. Je suis pas du tout issu du monde de la philanthropie, puisque moi, j'ai travaillé 15 ans en salle des marchés sur une classe d'actifs qui s'appelle les produits structurés. Donc, je pense que personne ne connaît. Enfin, s'il y en a qui connaissent, en général, ils sont pas invités à dîner. Pourquoi? Et ça va paraître cliché. Il y a une dizaine d'années, j'ai voulu donner du sens à mon travail. Coïncidence, naissance aussi de mon fils, et puis je commençais aussi à avoir un certain âge, et l'idée c'est que je me suis dit, moi je sais pas cuisiner, je vais pas faire des gâteaux que je vais vendre, j'ai pas spécialement de dons, pas de talent artistique. Il dit par contre il y a un truc que je sais faire, c'est je sais faire des produits structurés qui sont bons pour nos clients, donc essayons d'en faire profiter les associations. Et de là est venue l'idée de créer des produits d'investissement, des produits structurés avec une composante caritative. Donc l'idée c'était à la souscription de ces produits, on faisait un don vers des associations caritatives. Et ensuite, si les produits... Alors, un produit structuré, pour simplifier, c'est une obligation dont le rendement va être paramétrable en fonction de l'évolution du marché action. C'est vraiment personnalisé. Vous n'avez pas un rendement de 4%, ça peut être 6, 8, en fonction de l'évolution du marché action. Et l'idée, ça a été de faire ce parallèle, d'en faire profiter les associations, donc avec un don au lancement. Et si les marchés actions étaient porteurs, les produits des clients marchaient bien, les associations recevaient plus. Donc vraiment cette double mécanique de don. Là où on a été assez content, c'est qu'on a vu j'étais pas le seul salarié de la Société Générale qui voulait donner du sens à son travail, puisque ça a été un métier un produit fédérateur qui a mobilisé plus de 50 experts en interne, donc nos équipes commerciales, nos banquiers,
nos déontologues, nos juristes, nos fiscalistes et même nos traders. Et c'est devenu en 2021 le premier produit de partage du groupe Société Générale. On est aussi assez content puisque cette initiative ne s'est jamais arrêtée avec le temps et elle a été même reprise par l'industrie puisqu'on est ravis que d'autres banques françaises, parce qu'en fait on n'a pas de compétiteurs, on a juste l'envie de rendre nos métiers plus solidaires. Donc quand il y a d'autres compétiteurs qui le font, on en est ravis également. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage comment les associations peuvent bénéficier de ces produits structurés? D'abord, peut-être aussi ce que ça représente aujourd'hui dans la finance solidaire et la façon dont les associations peuvent bénéficier de ces effets de levier et de ce potentiel d'impact qu'on perçoit quand tu nous expliques ce que c'est. Alors, globalement, on a tous envie de donner du sens à notre épargne. On veut donner du sens à notre travail, on veut donner du sens à notre épargne. Il y a on entend beaucoup parler de finance durable. La finance durable, il y a deux pans à l'intérieur. Il y a tout ce qui va être l'investissement socialement responsable, ce qu'on appelle la finance verte, qui contribue à la transition énergétique, qui est une crise grave aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'étais ravi de voir que dans les accélérés, il y en avait un certain nombre qui s'étaient orientés vers cette cause, et même que vous aviez fait une fresque du climat, puisque j'ai reconnu notre président de la fresque. Et il y a également un deuxième pan, qui malheureusement est moins connu et beaucoup moins développé, c'est la finance solidaire. La finance solidaire, c'est 15 à 20 fois plus petit que la finance durable. Alors, il ne faut surtout pas baisser la finance durable. L'explication qu'on en a aujourd'hui, et plus le ressenti, c'est qu'en fait, les gens ont du mal à rapprocher la finance de la philanthropie. C'est deux mondes qu'on l'air séparés, et donc on se met ce blocage psychologique de dire c'est deux métiers différents. Pourtant, c'est quoi le rôle de la finance? C'est faire un lien entre des porteurs de projets qui ont besoin de fonds et des gens qui ont la capacité de les financer. Donc c'est la nature même de nos métiers. Et ce qu'on a vu avec les accélérés, c'est qu'il y a des beaux projets, ils ont besoin d'argent. Et le deuxième blocage potentiellement qu'on a, c'est aussi la notion d'impact. Mécaniquement, quand on vous dit aujourd'hui financer la transition énergétique, c'est du concret. Je vais financer un panneau photovoltaïque, je vais financer une éolienne. Et là, il n'y a pas de l'impact dans ce qu'on a vu dans les vidéos. Donc c'est ça qu'il faut, c'est ce biais, cette difficulté, et je pense que c'est juste un blocage spirituel, puisqu'effectivement, la philanthropie nous permet d'adresser une variété de thématiques qu'on n'a pas forcément uniquement avec la finance durable. Et quel type d'associations vont pouvoir bénéficier de ce type de financement? Alors, c'est une initiative un peu isolée et j'espère qu'elle va se multiplier sur d'autres produits. Tu en parlais très bien, notamment sur le private equity et d'autres classes d'actifs qui peuvent avancer. Le problème des produits structurés, c'est qu'on est sur des produits de maturité qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. Donc, mécaniquement, vu qu'on a des dons qui peuvent arriver 10 ans après, on va avoir tendance à cibler des associations qui ont peut-être 10 ans, 20 ans ou 30 ans, pour être sûr qu'elles existeront déjà à l'époque. Ensuite, il y a un autre problème, la mécanique de dons que je vous ai annoncé, qui est super chouette pour les assos. Notre premier produit, Cristal Solidarité, lancé en 2018, 170 000 € donnés à SOS Village d'Enfants, l'Institut Curie et Care France. 3 ans après, ce produit libère un don supplémentaire de 510 000 €. Il faut que les associations soient capables de le gérer. Et si ça n'avait pas été 3 ans après, mais 10 ans après, ça aurait été 1,7 million. Donc ça apparaît comme étant un problème de riches, mais il faut que ces associations aient la capacité de digérer ces fonds pour les allouer sur des projets tout aussi impactants. Merci beaucoup. Anne, justement, je rebondis. Donc, Anne, vous êtes fondatrice et PDG d'Aragon, un fonds, mais vous êtes aussi une philanthrope franco-américaine. Donc, vous avez ce regard croisé entre nos deux pays, deux cultures de la philanthropie parfois différentes. Mais c'est aussi votre expérience des marchés financiers américains, de la façon dont les investisseurs privés vont pouvoir utiliser leur regard et leur analyse, les bonnes pratiques ou les exigences que les investisseurs privés utilisent pour décrypter le potentiel d'impact des associations et pour pouvoir à la fois sélectionner ces associations, les accompagner, choisir comment les financer. Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous arrivez à réconcilier vos deux expériences dans votre engagement philanthropique? Merci. D'abord, félicitations à tous les accélérés. C'est très émouvant de voir que, au départ, en tant que membre du jury, vous étiez arrivé à petits pas et un peu intimidé, et qu'aujourd'hui, je vous vois plein de confiance
est radieux et c'est formidable. Donc félicitations. Alors moi je me présente peut-être pas seulement sous l'angle financier. Je suis franco-américaine, j'ai grandi en France et j'ai fait mes études aux États-Unis. Et mon premier job, tout de suite, dès le premier jour, on m'a expliqué qu'il y avait deux parties de ce fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement avec des analystes financiers qui contribuaient à développer les idées du fonds, et de l'autre côté, une fondation qui utilisait les rendements de ce fonds pour rendre le monde meilleur. Et ce fonds s'appelait Soros, et la fondation s'appelait Open Society. Et tout a été très clair pour moi, parce que le premier Christmas party, comme on dit, il y avait une salle gigantesque, je connaissais personne, je disais mais qui sont tous ces gens-là? Nous sommes une centaine dans le fond. Je me dis mais tout ça c'est les gens de l'Open Society, nous on travaille pour eux. Donc ça a tout à fait mis au clair pourquoi les fonds d'investissement, finalement, dans la philanthropie américaine, sont aussi au service des associations Day One. Donc quand j'ai, moi, démarré mon fonds, Aragon, en 2001, j'ai tout de suite structuré également une sorte de façon dont tout le monde, chez Aragon, pouvait profiter de toute leur expérience acquise sur les marchés. Nous investissons dans les actions, surtout les actions de la tech, et que dès le premier jour, il faisait partie du comité d'allocation des fonds aux associations. Alors effectivement, on n'arrive pas tous avec la même expérience, mais j'ai trouvé que ça faisait partie de toute façon de l'apprentissage, et je regrette pas du tout ce premier pas. Aujourd'hui, donc plus de 20 ans plus tard, on a un fonds principal qui investit dans les actions, et j'ai ensuite, depuis l'année dernière, créé un nouveau fonds qui participe à tous les plus-values, les capital gains, mais qui peut allouer de façon indépendante à des projets associatifs, mais qui peut aussi se vider. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait des dons chaque mois, mais que si un jour il y avait une sorte d'idée extraordinaire, on pourrait aussi vider le fonds d'un coup. Donc ça, c'est tout à fait, c'est une sorte d'anomalie. Mais on a estimé que ce projet en valait la chandelle. Alors pour en revenir à la question de qu'est-ce qui est transportable entre le parallélisme que j'ai ébauché entre le fonds d'investissement et les allocations associatives. Donc on a une sorte de méthode d'investissement chez nous qui constitue un peu toute l'armature de notre projet d'investissement. On se pose 3 questions. D'abord, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Donc il y a des thématiques qui roulent en ce moment, il y en a qui sont moins porteuses. Donc on fait un peu un tri de toutes les thématiques, tous les schémas qui fonctionnent par secteur. Donc on identifie ensuite en deuxième étape les gagnants, et bien sûr dans un hedge fund il y a aussi des perdants. Donc on peut avoir, et finalement il y a une sorte d'application en disant quelles sont finalement les attentes de profit. Est-ce que sur 3 ans on arrive à comprendre quelles sont les attentes de profit. Donc il y a les paris sectoriels, ensuite les gagnants dans ces secteurs, et dernièrement l'impact sur les profits. Donc on a exactement la même méthode d'investisseurs pour nos paris associatifs. Quelles sont les thématiques qui sont importantes aujourd'hui? Alors pour nous, il y en a 4. D'abord, moi j'ai été beaucoup aidée, un peu comme vous, j'ai été accélérée par des gens un peu à tous les étages de ma vie. Donc on a le pôle le plus important s'appelle opportunity, donc égalité des chances. Parce que dans le monde, il y a des talents partout, mais tout le monde n'a pas l'opportunité de faire briller leurs talents. Donc on a 2 points de levier. Pour moi, c'est d'abord la petite enfance, entre 0 et 3 ans. Vraiment, beaucoup se joue. Et si vous arrivez à mettre les tout jeunes à niveau, les effets perdurent toute la vie. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle young adulthood, donc le début de carrière. Donc si vous pouvez si on peut trouver un tremplin comme pour vous. Donc c'est pour nous la plus grosse thématique. À côté, il y a aussi bien sûr le financement dans les arts, la pratique des arts, et ce qui me tient beaucoup à cœur, la cause franco-américaine, puisque les échanges s'effilochent au fil des ans. Voilà, donc on a calqué le système d'allocation philanthropique au système d'investissement. Merci.
Sonia, tu as la lourde tâche de représenter les associations et une association qui a un modèle particulier, qui est en accélération aussi, avec peut-être des enjeux de repositionnement. J'aimerais bien t'écouter un petit peu sur ce que peut-être tes réactions à chaud, mais aussi ce que tu as à dire sur ce qu'est être la réalité d'une association. Johanna a commencé à l'évoquer, mais peut-être voilà des points de blocage ou des opportunités. Donc nous t'écoutons. Merci beaucoup, merci Sandrine encore une fois de m'avoir invité à parler avec tous les autres intervenants et merci à tous pour vos témoignages et pour la présentation de ces beaux outils. Thomas disait qu'on était un petit peu des rêveurs et c'est vrai qu'on a un peu des étoiles plein les yeux en écoutant toutes les possibilités de financement. Oui, c'est vrai qu'en tant qu'association, je pense que ce que je retiens surtout, c'est peut-être la pression qu'on subit. Et je pense que c'est depuis quelques années en fait vraiment quelque chose d'assez constant, puisque cette professionnalisation qui est, je pense, dans la conscience de beaucoup d'associations, une réalité, une nécessité, c'est quelque chose qui est vraiment conscientisé de nos jours. Elle passe par énormément de défis. Qui nous sont imposés en fait par exemple nos financeurs ou par la réalité de notre monde où cette professionnalisation nous demande, comme le disait Johanna, comme le disait Raphaël, de trouver un modèle pour de nouveaux types de salariat, de nouveaux types de recrutement, engager des personnes qui peut-être ont des compétences qui sont beaucoup plus poussé sur certains domaines, mais tout cela pour un salaire qui est quand même assez bas. La politique salariale, c'est un des grands sujets que nous avons évoqué dans notre programme d'accélération, et c'est vrai que c'est un vrai sujet, je pense, pour nous et pour les financeurs. Donc, je pense que c'est vraiment cela cette pression énorme, mais d'un autre côté, je pense que cette pression n'est plus forcément quelque chose de négatif, puisque aujourd'hui, pour démultiplier notre impact, nous sommes conscients que vraiment il faut se professionnaliser et de voir que il y a différents outils de financement, différents acteurs qui pourraient nous accompagner pour monter en compétences, des lieux dédiés à la philanthropie comme le Philanthrolab. Ça nous permet en fait aujourd'hui, de continuer à rêver. Moi, je vois en fait justement cet optimisme qui nous permettra, je pense, de pouvoir travailler main dans la main en coopération avec tout cet écosystème pour pouvoir vraiment faire face à tous ces défis. Quand nous on a choisi de créer l'accélérateur au Philanthrolab, c'était aussi pour répondre à des demandes d'associations qui venaient frapper à notre porte, qui étaient trop matures pour l'incubateur, mais qui n'étaient pas encore des très très grandes associations qui avaient garanti leur modèle et qui avaient une capacité de financement énorme. Tous les accélérés qui ont frappé à notre porte, qui étaient éligibles, étaient en dessous d'un budget de 1,5 million annuel, pour la plupart bien en dessous de ce montant-là. J'aimerais bien peut-être, Anne et Satish, que vous nous disiez ce qui est en fait le bon niveau de maturité pour une association. J'entends dans la venture philanthropie et dans les associations que vous accompagnez à la Fondation Alpha Omega que c'est des associations qui ont déjà atteint un certain niveau de budget, de maturité. Donc peut-être toi sur les critères financiers, peut-être Anne sur les critères d'éligibilité ou quand vous allez soutenir des associations, quels sont vos critères pour vous dire elles sont aptes à absorber les financements qu'on peut leur apporter et elles sont capables de gérer et de capter ces financements, parce qu'on a l'impression que les accélérés ils peuvent être à un stade ils crantent le niveau du dessus, mais comment on fait pour être au niveau d'après? C'est quoi le bon niveau de maturité pour être accéléré, bénéficier de la venture philanthropie ou des méthodes d'investissement privé qu'on va leur appliquer? Je commence du coup donc la Fondation Alpha Omega, on fait effectivement de la philanthropie un peu haute couture, je vous le cache pas.
accompagne très peu de projets, puisqu'il y a que 7 associations au sein du collectif Alpha Omega. On accompagne effectivement des très grandes associations qui sont actives dans la prévention des fragilités tout au long du parcours scolaire, dans une logique de réussite scolaire des jeunes issus de milieux défavorisés, avec un sous-ensemble qui est la lutte contre le décrochage scolaire. Donc voilà, on a thématisé notre action dans le domaine éducatif, et c'est pour ça qu'on fait un accompagnement, on va dire, assez exigeant, parce que il y a dans le domaine éducatif énormément d'associations, et donc nous, c'est notre ADN à la Fondation de sélectionner des projets qui ont vraiment un potentiel de massification et de croissance important. Alors sur la question sur la maturité, nous, nos critères traditionnels à la Fondation Alpha Omega, je vous les donne, après bien sûr ils sont soumis à débat. Nos critères, c'est au moins 3 ans d'existence, minimum 15 000 bénéficiaires et au moins 1 million de budget. Donc voilà, ça c'est nos critères. C'est pour ça qu'on arrive à accompagner seulement des très grandes structures, qui sont forcément des structures dans l'écosystème associatif qui ont beaucoup d'ambition, mais également beaucoup de potentiel de croissance. Alors après, la question sur le niveau de maturité, elle est complexe. C'est pas parce que nous, on a fixé ces critères à la Fondation Alpha Omega que ce sont forcément les bons critères. Moi, je pense que vous devez travailler vos critères de différenciation par rapport à ce qu'on appelle traditionnellement le couple entre votre programme et votre marché social que vous adressez, c'est-à-dire le besoin des bénéficiaires que vous adressez, et arriver à travailler finement le niveau de taux de pénétration que vous devez avoir dans le marché social que vous adressez, pour pouvoir justement convaincre des grands financeurs de vous accompagner dans la durée. Donc typiquement, je prends un exemple concret. Toi par exemple, Johanna, chez Carté, quel est le nombre de médecins que tu dois accompagner pour pouvoir convaincre finalement que ça y est, tu as atteint le degré de maturité suffisant pour être accompagné dans la durée par un grand investisseur. Alors est-ce que c'est il y a 500 000 médecins en France, si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est 1000 médecins, est-ce que c'est 5000 médecins, est-ce que c'est 10 000 médecins? J'ai pas forcément la réponse, c'est quelque part à toi de la trouver, mais c'est ça la bonne question à se poser, c'est quel est le niveau minimum en fait de nombre, en termes de nombre de bénéficiaires, et quel est le coût qui est associé, qui va me donner le budget nécessaire pour l'atteindre, qui va me permettre de dire ça y est, je suis le leader sur mon marché social que je cherche à adresser, et convaincre des investisseurs sociaux, parce que les financeurs privés sont des investisseurs sociaux qui ne cherchent pas de la rentabilité financière, mais de la rentabilité sociale dans leur investissement social. Quel est le bon niveau de maturité que je peux aller pour aller convaincre que c'est moi la bonne personne à accompagner. Et donc travailler votre stratégie de différenciation par rapport au niveau de pénétration que vous avez sur votre marché social. Voilà. C'est un peu technique, mais c'est un peu ça le point clé stratégique qu'il faut travailler. Alors évidemment, vous adressez tous des sujets différents, avec énormément de compétition, on le sait très bien, enfin de compétition. Pas vraiment de la compétition au sens où on l'entend dans le secteur marchand, mais vous êtes, je sais, en compétition sur les financements. Puisque énormément d'associations en France qui sont toutes en compétition sur les financements, qui sont rares, forcément, c'est une ressource rare, même si en France on a de la chance d'avoir de bénéficier des réductions fiscales qui permettent de pérenniser le financement des associations, mais justement, dans un univers extrêmement compétitif, vous devez arriver à vous différencier. Et se différencier, c'est prouver la valeur de votre programme, et que votre programme a plus de valeur, évidemment, pour être soutenu dans la durée par des grands financeurs, qui sont fondamentalement des investisseurs sociaux. Donc ces logiques entre guillemets d'impact, d'indicateurs d'impact dont parlait Jean-Christophe sont fondamentales. Si vous arrivez à faire la preuve scientifique et opérationnelle de l'impact de vos programmes, derrière c'est forcément des leviers de conviction. Et ça, c'est quelque chose que vous devez travailler finement, et je pense que vous avez tous atteint un stade de maturité pour penser des stratégies d'impact qui sont un peu plus complexes que celles qu'on peut avoir, par exemple, chez les incubés, qui sont à un niveau de développement moins avancé. Anne, est-ce que vous souhaiteriez nous en dire un peu plus sur ce que vous regardez, vous, plutôt là, quand vous accompagnez, quand vous choisissez d'accompagner des associations? En tant qu'investisseur, on fait en fait la distinction entre les parts de marché, entre guillemets, donc quelle est l'ambition de toucher un certain nombre de jeunes ou de donc pour nous c'est beaucoup moins important que l'impact, le rendement social. Je vais peut-être vous donner un exemple concret mais anonyme d'une conversation que j'ai eue ce matin pour accompagner un programme qui forme des infirmières. On a une pénurie d'infirmières en France, et on a aussi un système éducatif
qui accompagnent pas tellement les infirmières. Il y en a quand même beaucoup qui quittent les programmes. Il faut qu'elles bossent à côté, et il n'y a pas beaucoup de choix, donc on en forme, mais elles ne terminent pas toutes leurs programmes. Donc comment on fait pour que on puisse accompagner ça? Donc, tout ça est anonymisé, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième discussion, et j'ai examiné le budget financier pour une promo d'infirmières. Donc dans le programme, il y en a eu 2000, et ils vont en sélectionner une cinquantaine qui seront dans ce programme pilote, qui seront accompagnés par du mentorat d'un côté, avec des médecins et des infirmiers, des infirmières aujourd'hui, dans un hôpital spécifique, et ils ont aussi comme une sorte de salaire à côté, pour qu'ils ne soient pas tentés de tout quitter, parce qu'ils ont des obligations familiales ou personnelles de s'autofinancer. Donc tout ça, donc ça coûte à peu près par programme, ça coûte à peu près 5 000 €, on peut dire, pour accompagner ce genre sur 2 ans par infirmière. Et donc les questions qu'on pose très concrètement, c'est ok, à la fin, quel sera le salaire d'une infirmière qui a été formée par ce programme par rapport à une qui n'a pas été formée du tout, ou une qui a abandonné, ou une qui a été formée mais sans mentorat. Donc on va pouvoir quantifier vraiment la différence entre avant et après. Et sur une promo, on va pouvoir dire, ok, voilà le nombre d'infirmières qui sont restées contre celles qui ont abandonné dans un programme sponsorisé, contre donc un petit peu comme dans l'économie comportementale, on vous apprend à trouver un groupe témoin et un groupe qui a été affecté par le programme. Donc tout ça, je pense, se réfléchit de façon assez chiffrée, et c'est un peu à vous de dire, ok, je dépense tant d'argent, et qu'est-ce qui se passe après? Quel est le produit final? Alors c'est quelquefois très dur. Comment est-ce qu'on peut pas mesurer l'éloquence, mais par contre, sans doute que vous pouvez mesurer que il y a des jeunes qui ont participé à des choses qui les intimidaient peut-être avant. Donc chacun peut mesurer, pas forcément un retour financier, mais je vous encourage à vraiment penser à avant et après. Merci. J'ai plein d'autres questions pour notre panéliste, mais on a pris un peu de retard, donc je vais leur poser une dernière question et ensuite on vous proposera de les interroger si vous avez quelques questions. Et puis parce que je veux pas retarder trop l'heure du cocktail. Thomas, c'est peut-être une question pour toi. Je vais reprendre un terme que Johanna, il me semble, a utilisé quand on a parlé il y a quelques jours. C'est le bon niveau d'industrialisation. Comment on sait qu'on est le bon interlocuteur, qu'on est au bon niveau, à quel moment s'arrête le changement d'échelle, et peut-être que tu feras le lien, mais j'aimerais bien t'entendre aussi sur l'hybridation des modèles, justement, les synergies, toutes ces questions que soulève la professionnalisation et l'accélération des assos. Je pense que, et notamment par rapport à ce qu'on raconte depuis une demi-heure, et ton exemple sur ce que tu racontes sur le coût infirmière versus le programme 1, le programme 2, on a des mesures, on a des outils, le coût évité. On va aller calculer le coût évité qui va nous permettre de remarquer que finalement Quartet permet de faire une économie substantielle pour la puissance publique. Et ce sont des coûts liés à nos propres impôts. Ça veut dire que finalement, oui, je vais essayer de répondre à ta question. L'association, le modèle associatif, son histoire n'est pas au départ de créer de l'emploi, de créer de la richesse et d'amener du service. Sauf que ce modèle-là s'est doté d'outils. J'étais délégué national de la Croix-Rouge française pendant quelques années. On pesait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En soi, on était une entreprise sociale, d'accord ? Mais le secteur a un petit réflexe souvent de vouloir peut-être se protéger de ce qui est finalement la finance, tu me disais très bien tout à l'heure, et des outils à dédier à la finance. Et je pense que la synthèse de notre histoire, c'est que nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes des entrepreneurs et nous avons une conscience entrepreneuriale qui nous pousse à essayer de trouver ce point d'équilibre, c'est-à-dire jusqu'où je vais. Mais en fait, la question, on pourrait se la poser, jusqu'où je dois aller pour pouvoir continuer à exister, continuer à avoir de l'impact, continuer à pouvoir faire que le bénéficiaire localement puisse avoir accès à un service. Et pour me poser cette question-là, il faut que je me pose ma valeur. Comment je matérialise ma valeur pour justement me permettre de recruter, de développer, de réinvestir? Je pense que finalement, la question qui est, en tout cas, qui est en suspens, et derrière la question de l'hybridation, c'est la question des valeurs.
justement, la question de la culture, et c'est la question de la maîtrise de son modèle économique. C'est la question de la démonstration pour effectivement démontrer que vous êtes des entrepreneurs en fait, et que peut-être qu'un jour, on arrêtera de coller le mot social au mot entrepreneur, parce qu'on aura enfin décidé que entreprendre, c'est bien. Entreprendre, c'est exister dans une économie de marché, parce que vous produisez de l'économie, nous produisons de l'économie, tant pour lui, l'électricité que l'on paye, la bouteille d'eau qu'on achète aujourd'hui, nous sommes des activateurs d'une économie, et on a peut-être un problème culturel à faire évoluer, et je pense que ce programme, et la façon dont la philanthropie évolue, et tu le disais très bien tout à l'heure, vient nous questionner sur la force que nos convictions peut-être nous permettent d'avoir en plus, et je mets des guillemets, parce que, encore une fois, on n'a pas l'apanage de sauver le monde, mais on a une vision qui est à la fois économique et sociale. Et l'hybridation, elle raconte en fait ce triptyque entre nos valeurs, les valeurs de citoyens dont on a parlé tout à l'heure, et notre capacité à mobiliser des fonds, à fabriquer des fonds et avoir de la rentabilité, et y compris l'impact social. Et je pense qu'on est dans un changement de paradigme où on doit démultiplier cette culture de l'entrepreneuriat social sans se perdre naturellement, mais en même temps prendre le pari qu'on existe dans une économie de marché et que nous sommes des vecteurs de changement de cette économie parce que, in fine, nous allons fabriquer une économie peut-être un peu plus propre, mais qui se dotera des mêmes outils de la finance parce qu'on en a éminemment besoin. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Est-ce que vous voulez réagir ou est-ce qu'on ouvre à la salle? Il y a beaucoup de sujets et de questions qui n'ont pas été abordés sur ce sujet, mais on aimerait laisser aussi les accélérer. N'hésitez pas vous avez eu 2 porte-paroles en Johanna et Sonia ce soir, mais si vous avez des questions pour nos intervenants, n'hésitez pas. Et sinon, nous avons un micro. Je crois qu'il y a une question par ici. Bonsoir, merci à vous tous. Merci de cette expérience et de ces partages. J'ai 3 questions qui toutes les 3 sont relatives à une vision de société. Et je vous sens être à la charnière de ces questions-là, donc je vous prierai de m'excuser si elles sont crues. La première est la plus technique, donc comme ça, c'est simple. Est-ce que vous soutenez des sociétés coopératives d'intérêt collectif, celles-ci étant dotées du droit à la subvention? Considérez-vous que vos actions sont des subventions? La deuxième, c'est j'ai le sentiment que vous êtes situé au point d'impact, au point de rencontre entre la défiscalisation et l'investissement. Quelle est la société et la société de biens publics que cela peut porter, étant donné que la professionnalisation que vous nous proposez comme avenir, c'est quand même d'aller vers des structures qui vont grossir et ce faisant en écraser des centaines, des milliers de toutes petites. Ces toutes petites-là ayant été supportées par l'État à l'époque où il le faisait. Voilà, j'ai oublié la troisième, mais je pense que les sujets sont suffisants. Peut-être que l'exemple donné par Madame Diaz des infirmières était le plus éloquent pour montrer que cette philanthropie vient suppléer à une éducation, enfin une structuration publique. Je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal, je voulais simplement savoir est-ce que j'ai bien compris où est-ce qu'on se situe. Si vous me permettez, je vais vous répondre très vite. Alors la structure que je pilote finance des entreprises sociales, les US, et particulièrement très attentive aux coopératives. Et pour essayer de répondre avec cette question, enfin cette réponse à votre autre question, le gros qui écraserait le petit, je pense que la force de notre écosystème, c'est pas tant de grossir, mais c'est de se poser la question fondamentale du consortium. C'est-à-dire grossir ensemble, si vous préférez, sans s'écraser les uns et les autres. Et ça pointe sûrement une innovation qui est majeure, pas tant technologique ou sociale, mais qui est celle de coopérer. Et la question de la coopération nous engage dans des transformations de notre modèle, sans forcément nous écraser. Après, sur la question que vous posez sur le modèle, évidemment
que le modèle entrepreneurial social, moi que je défends un petit peu, questionne le modèle public, le modèle historique de la solidarité. Mais en même temps, et on le voit dans une crise, c'est d'autant plus vrai dans une crise, qui nous permet d'avoir ce degré d'autonomie pour pas subir les impacts potentiels, et en même temps, il me semble, qu'il nous permet d'être encore plus responsables de ce que l'on veut faire avec l'économie que l'on veut dégager. Donc c'est de l'empowerment, c'est de l'autodétermination de l'entrepreneur de demain. Peut-être que je suis utopiste, mais pour autant, je crois que c'est la force de ce nouveau modèle à partir du moment où il est partagé. Bonsoir, merci beaucoup pour cette soirée très enrichissante. Alors moi je suis Dounia Anache, fondatrice d'une association qui s'appelle Abajad. On forme et on accompagne des personnes exilées vers l'emploi, on vise des métiers en tension. Et ma question, enfin on est en plein dedans, Thomas, j'ai envie de reprendre un petit peu votre question. Jusqu'où irons-nous ? Jusqu'où irons-nous en fait dans cette demande, dans cette pression dont vous faites part, Sonia, de cette recherche de fond, de cette professionnalisation. Alors je suis pour la professionnalisation, je suis pour la mesure d'impact qui est très essentielle pour démontrer en fait vraiment ce qu'on fait sur le terrain. Mais on dénature un petit peu notre objet social. Enfin, je suis assopreneur, je suis entrepreneur, mais assopreneur. J'ai choisi le modèle associatif justement pour la beauté que ça a cette assemblée générale devant les personnes, les bénévoles, le lien social et cette professionnalisation malheureusement dénature de plus en plus cela. On n'a plus le temps en fait. On est tellement pris dans les questions de recherche de fonds, de mesures d'impact, etc. Ce truc annuel en fait pour démontrer d'abord qu'on est fiable alors que ça fait des années qu'on existe. Voilà, et c'est usant, et notamment ce turnover de salariés parce que on n'a pas les moyens de rétention qu'ont les grosses structures. J'aimerais payer, je rêve, on est 10 salariés chez Abajad, je rêverais de les payer plus, je rêverais de leur donner des tickets resto, je rêverais mais jusqu'où dois-je aller ? Ce qu'on me demande à moi, association, loi 1901, de trouver un modèle économique, c'est ce qu'on nous demande maintenant depuis quelques années. Est-ce que c'est à nous de le faire ou à la philanthropie de soutenir des associations qui ont un impact démontré ? On l'a. On a 70% de personnes qui trouvent un emploi après être passées par les formations d'Abajad. Pourquoi tout ça ? La question que vous posez, elle est pertinente. C'est celle effectivement d'un écosystème, et vous avez raison, où la pression compétitive est forte parce que vous êtes en compétition sur les financements. Contrairement au secteur marchand, effectivement, dans le secteur associatif, votre client n'est pas votre financeur. Dans le secteur marchand, vous vendez un bien ou service, ça génère une marge et ça génère une capacité d'autofinancement pour votre structure et ça vous permet de pérenniser votre action. C'est pas le cas effectivement dans le domaine associatif. C'est plus complexe parce que votre client en fait c'est votre bénéficiaire et il bénéficie et gracieusement, c'est normal, de votre offre associative. Et c'est pour ça que vous êtes en permanence, je me permets de le rappeler à l'Assemblée, en permanence en recherche de financement. Mais alors première chose, je voudrais vous dire qu'en France, on a de la chance. On a énormément de chance. Parce que je vous assure qu'un système de charity à l'américaine, purement libéral, où 100% du financement des associations se fait par le privé, ça a des vertus, mais ça tue un certain nombre d'initiatives dans l'œuf, parce que de toute manière, il y a plein de petits projets qui seront jamais financés. Parce que justement, des donateurs privés, s'ils croient pas forcément à la cause, ils financeront pas. Là où fondamentalement, le mécanisme de défiscalisation à la française permet de soutenir beaucoup de petits projets. Alors effectivement, la philanthropie, on va dire stratégique, par exemple, qui cherche des entreprises qui ont un potentiel de croissance, des entreprises sociales ou des associations qui ont un potentiel de croissance important, parce que on va chercher, comme on le disait, un objectif de rentabilité sociale. C'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est pas grave, parce que
ce qui est bien dans l'écosystème associatif, contrairement au monde marchand où en fait lorsqu'on met de l'investissement on peut aller racheter son concurrent. Là, il est hors de question sur un marché social d'aller racheter son concurrent, ou ça peut arriver mais dans des cas plutôt rares. Ici, vous pouvez nouer des partenariats, nouer des synergies avec d'autres acteurs associatifs qui sont parfois plus grands. Je vous prends un exemple. Nous, on travaille avec la Mission locale de Paris, qui est la première structure d'insertion sociale et professionnelle sur le territoire d'Île-de-France. Ils accompagnent 20 000 jeunes. C'est une très grande structure, 250 salariés. Et on a bâti une synergie avec une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre Île-de-France, qui est une petite association qui a à peine 1,5 million d'euros de budget. Enfin, par rapport à la mission locale, c'est tout petit, c'est ça que je veux dire. Et en bâtissant cette synergie, on a démultiplié l'impact des accompagnements au niveau mission locale pour certains jeunes. Et de l'autre côté, on a réussi à avoir de nombreux bénéficiaires supplémentaires pour l'association Entreprendre pour apprendre. Donc, en construisant des partenariats, même si vous êtes un beaucoup plus petit acteur, vous pouvez justement avoir une stratégie d'impact et vous développer de façon pérenne. Alors après, il y a la question des salaires, mais c'est un autre sujet. Ouais, une petite remarque quand même par rapport à ce que vous dites. Je crois et je vous comprends pour l'avoir été suffisamment aussi et chercher indéfiniment des financements. Mais cette histoire du modèle économique, bon nombre de porteurs de projets que je rencontre depuis des années me disent le fait de ne pas avoir de modèle économique en soi, c'est déjà un modèle économique. Pour les mêmes raisons que vous avez invoquées. C'est vrai. Et ce dispositif a fonctionné. Mais ce dispositif est dangereux. Tout à l'heure, on parlait de la pérennité, de l'impact, de la durabilité, de la transformation, du changement d'échelle. Mais c'est aussi des services qui évoluent, etc. Et je pense que nous poser la question du modèle économique, c'est pas nous renier. C'est justement accepter ces degrés de transformation que nous devons faire collectivement pour pouvoir lutter à armes égales avec potentiellement un monde qui se privatise ou qui se libéralise. Et puis, bien sûr que le modèle associatif est un modèle qui a fait ses preuves, mais pour autant, moi je me pose la question, ça fait 27 ans que je travaille dans ce champ-là, et j'ai aussi été entrepreneur. Et j'ai plutôt créé une société qu'une association quand j'étais entrepreneur. Est-il plus vertueux que les entreprises ? Est-ce que le modèle associatif en soi est un modèle de vertu ? Oui ou non ? On va pas trancher. Naturellement que c'est plus complexe que ça. Mais la vertu n'appartient pas à ce modèle associatif. La preuve, les grands groupes associatifs grossissent, je sais pas ce que je disais tout à l'heure, et agrègent les petits. Est-ce que c'est un modèle de vertu ? Je ne sais pas. Donc, je pense qu'il faut qu'on nuance effectivement ce changement, et y compris ce nouveau paradigme, en étant convaincu que la question du territoire, la question de la coopération sont potentiellement des vrais leviers de transformation de notre modèle. Est-ce qu'il y a peut-être une toute dernière question ? Ouais, ce sera la dernière parce qu'on est très en retard. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque, un sentiment. J'ai eu le sentiment par rapport à la proposition de Madame que vous avez inversé le regard et la réponse. Elle vous posait la question de savoir peut-on exister en restant pas si grand parce qu'on a un travail sur le local et avec nos bénévoles qui nous prend du temps. Et vous avez répondu, agrégez-vous au plus grand pour qu'on puisse avoir un modèle économique qui correspond à nos critères. Or, le lieu de la rencontre, de la philanthropie, de la finance et de l'associatif, c'est un terrain où le modèle économique, on va parler avec un autre terme, de la matrice de richesse, ce que vous appelez l'impact, est d'une autre nature que la rentabilité. Ce n'est pas forcément en termes de vertu que ça se représente, c'est en termes bien sûr de tissu social. Et moi je vais prendre l'exemple du domaine dans lequel je travaille, c'est le domaine artistique et culturel. Il y avait un des projets qui portait cet élan-là. Ce domaine-là a perdu 50% de tous ses actifs à partir du moment où il a fallu uniquement que les associations se tournent vers des financements de ce type, parce que c'est le dernier maillon considéré dans la rentabilité dans la société, alors que ce sont des agrégateurs sociaux de très grande puissance. Donc je ne sais pas à quel moment on trouvera un terrain de rétribution réciproque, parce que je crois aux fonds d'investissement. Je crois que les fonds d'investissement sont des agrégateurs financiers, mais il faut que les acteurs associatifs
puissent rester agiles. Voilà. Alors moi, je vais faire une réponse de non-philanthrope, donc peut-être une énormité. Le sujet d'impact, je vais vous parler du cancer pédiatrique, qui est une cause qui nous tient à cœur. On soutient depuis 6 ans l'Institut Curie. Imagine for Margot, qui est une association qui est minuscule, mais qui a permis, via son lobbying, d'expliquer que les cancers pédiatriques n'étaient pas économiquement rentables. Et vu qu'ils n'étaient pas économiquement rentables, les laboratoires n'investissaient pas dessus, parce que chaque cancer pédiatrique était unique. Et pourtant, en termes d'impact, quand on finance des projets de recherche contre le cancer, eh ben on sait pourquoi on le fait. Et il n'y a pas de rentabilité économique derrière. Donc vraiment. Après, la difficulté du secteur associatif, elle est terrible. On vit dans un contexte, moi je suis ça de très loin. C'est horrible, on est en crise permanente. Il y a eu la crise sanitaire, vous en avez parlé par exemple par rapport au Covid. Il y a eu des mouvements de dons sur Notre-Dame. On est à côté, je peux en parler. Il n'y a pas eu de mort à Notre-Dame. C'est terrible, ça fait partie du patrimoine culturel. Je comprends que des gens ont voulu soutenir. Il n'y a pas eu de mort. Et pourtant, ça a levé des fonds astronomiques. Ensuite, on a la guerre en Ukraine. Tout le monde voulait donner à la Croix-Rouge. Et même en termes d'impact, vous l'avez très bien dit, et je reprends vos mots, je préfère donner 1 million d'euros à une association comme Imagine for Margot ou comme l'Institut Curie sur leur centre de recherche que la Croix-Rouge qui a 2 milliards. C'est extraordinaire ce que fait la Croix-Rouge. Mais j'ai l'impression d'avoir plus d'impact en étant sur ces assos. Donc en fait, ce qu'il faut réussir, et c'est le challenge entre guillemets que vous avez, c'est dans ce monde qui est multicrise, trouver les gens qui voient un impact, qui voient votre engagement et qui voient la valeur de ce que vous faites. Merci beaucoup. Je vais faire une petite exception et une question très très rapide de Raphaël, parce qu'il est accéléré, qu'il a le droit de s'exprimer, mais très rapidement. Ouais, merci. Bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup pour vos échanges. Je vais être très rapide puisque je crois qu'on veut tous aller au cocktail. Moi, je suis directeur d'une association qui s'appelle Parlons Démocratie. Il ne vous a pas échappé que c'est un sujet d'actualité. Je voudrais poser une question peut-être un peu technique sur les critères et notamment à cette tige de la victoire. Vous évoquiez tout à l'heure vos critères en disant on a un critère de quantité qui est le critère du nombre de sensibilisés. On a un critère de budget et on a un critère d'impact, je suppose, comme vous, Anne Diaz, sur la rentabilité de cet impact en fonction d'un certain nombre d'indicateurs. Moi, je m'interroge sur le budget, puisqu'on est une association qui a réussi à déployer son modèle sur un nombre important de sensibilisés. Cette année, on va sensibiliser 15 000 jeunes au fonctionnement des institutions démocratiques, avec un budget qui est très faible, parce qu'il repose sur le bénévolat de nos membres. Nos membres qui prennent de leur temps personnel, qui prennent des jours de congé pour se rendre au fin fond de la France. Je parle souvent de Saint-Papoul-les-Tornades pour faire ça. Et ce qui fait que finalement, on arrive à faire beaucoup avec un très petit budget. Comment des structures comme la mienne, et je pense qu'il y en a d'autres dans cette salle, arrivent à se faire, à échanger avec des fonds d'investissement ou avec des fondations qui ont le budget comme critère principal. Voilà. Je vais te répondre rapidement. En fait, c'est au-delà du budget, ce qui est effectivement intéressant. Alors moi, je t'ai donné nos critères qui sont effectivement objectifs, qui sont affichés, mais bien sûr, il y a une réflexion derrière ces critères qui sont pas forcément complètement figés. L'idée, c'est effectivement pour regarder le potentiel d'impact et le potentiel de pénétration de ton marché social dont on parlait tout à l'heure, c'est de regarder ton coût par bénéficiaire. Si effectivement tu as un modèle économique qui te permet à très faible coût par bénéficiaire de te développer très rapidement, mais en fait tu es vraiment dans le modèle idéal. Et si tu arrives à en faire la preuve de valeur auprès d'un investisseur social, y compris la Fondation Alpha Omega, même si tu n'as pas atteint ton 1 million d'euros de budget et tes 15 000 bénéficiaires, mais que tu as un potentiel de croissance et d'accélération très important, on étudiera plus que sérieusement le sujet, parce que peut-être que tu as trouvé le modèle, le couple programme bénéficiaire qui justement est extrêmement innovant et qui permet d'atteindre des objectifs d'impact très élevés à moyens contraints. Donc je pense que c'est très vertueux. La question que tu te poses est très vertueuse parce qu'elle est déjà dans une logique d'efficience en termes de coût par bénéficiaire et en termes d'objectifs d'impact. Merci beaucoup. Avant de vous inviter à nous rejoindre pour le cocktail, je voudrais remercier nos intervenants et nos intervenantes. Merci beaucoup pour ces échanges pertinents.
Je vais tous vous garder avec moi encore un tout petit moment et je vais demander à Olivia Lorangeois de me rejoindre, mais aussi à Sarah Charrieras, qui est directrice de la Fondation Sisley, qui a permis aussi la faisabilité de ce programme, parce que vous avez fait 3 mois de programme et donc vous méritez un diplôme, vous méritez de venir sur scène ici. Donc on va vous appeler un par un. On va peut-être commencer par Sonia parce qu'elle est là. Et chacun, tu peux monter, je vais faire de la place. Et chacune des personnes qui nous a aidés à faire de ce programme ce qu'il est va pouvoir vous remettre un diplôme. Donc Sonia Boumengel pour la fondation, pour l'association Ashinaga France. Johanna pour l'association Quartet Santé. Raphaël Cullifort pour Parlons Démocratie. Notre duo de choc, Tiffany et Alexia pour Art Exprime. Un deuxième duo qu'on applaudit 2 fois plus parce qu'hier ils ont rassemblé 2500 personnes au Grand Rex. Malik et Sébastien pour Éloquence de la différence. Paul Testard pour Moi je trie. Hélène Lépiné pour Dessine-moi un mouton. Et Hakim Alouche pour le fonds Paideia. Et vous... Béatrice, est-ce que tu veux nous rejoindre sur cette scène, s'il te plaît? Béatrice a accompagné en coaching nos accélérés et a joué un rôle essentiel dans ces 3 mois d'accompagnement.